Ma famille ne voulait pas d'enfants à la fête de Noël, y compris mon fils. Mais quand je suis arrivé, les 3 enfants de ma sœur étaient déjà là. Ils méritent d'être ici, ont-ils dit. Je n'ai rien dit et j'ai emmené mon fils. J'ai envoyé un seul message. Vous allez tous payer pour cela. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. 57 appels manqués. Je m'appelle Anna Ellis. J'ai 35 ans. Et si vous aviez regardé par la fenêtre de devant de mes parents cette veille de Noël, vous auriez vu une réunion de famille parfaite, illuminée par des lumières chaleureuses et un arbre géant. Ce que vous n'auriez pas vu, c'est le seul enfant dont ils avaient discrètement décidé qu'il n'avait pas sa place là-bas. Je l'ai découvert à mes dépens. Une semaine plus tôt, on m'avait dit que la fête serait réservée aux adultes. Pas d'enfants, pas de bruit, pas de chaos, juste du vin, un dîner et un genre de fête plus élégant. Je me souviens être resté dans ma cuisine à 7 heures du matin, préparant le déjeuner scolaire de mon fils pendant qu'il était assis à la table, me demandant pourquoi la neige fond plus vite sur certaines voitures que sur d'autres. Et pensant à quel point il était facile pour les gens de qualifier un enfant de difficile alors qu'il n'était en réalité que curieux. Je suis une mère célibataire vivant en dehors de Columbus, dans l'Ohio. Je travaille dur. Je paie mes factures. Et j'avais passé la majeure partie de l'année dernière à aider ma famille plus qu'ils ne l'ont jamais admis. Je me répétais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. Vous vous présentez. Vous aidez. Vous maintenez la paix. Mais la nuit où je me suis garé dans l'allée de mes parents avec mon fils sur la banquette arrière, portant son petit pull de Noël et tenant un cadeau qu'il avait emballé lui-même, quelque chose en moi semblait déjà anormal. C'était peut-être la façon dont ma mère avait semblé trop joyeuse au téléphone. C'était peut-être la façon dont j'avais passé toute ma vie à confondre la tolérance avec l'amour. Je ne le savais pas encore, mais en quelques minutes, j'allais réaliser que ce n'était pas vraiment une fête sans enfant. C'était une fête sans mon fils. Et une fois que j'ai compris cela, j'ai cessé d'être la fille qui restait silencieuse. Avant de vous raconter ce que j'ai vu quand cette porte s'est ouverte et pourquoi mon téléphone a commencé à exploser avant même que je n'arrive chez moi, dites-moi d'où vous regardez ce soir et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux vraiment savoir jusqu'où va cette histoire. La vérité est que rien de tout cela n'a commencé la veille de Noël. Cela a commencé bien avant cela. Dans une centaine de petits moments que j'ai continué à excuser parce que je voulais croire que ma famille m'aimait de la même manière que je les aimais. Chaque matin de semaine dans notre petite maison en dehors de Columbus se ressemblait presque. J'étais dans la cuisine avant le lever du soleil, encore à moitié endormi, préparant du café, emballant une boîte à lunch, vérifiant mon téléphone pour les courriels de travail, et essayant de prendre de l'avance sur une journée qui semblait déjà trop courte. Lucas arrivait à pas de loup, portant des chaussettes dépareillées et posant une question avant même que je n'ai pris ma première gorgée. Pourquoi le givre reste-t-il sur l'herbe plus longtemps que sur le trottoir? Pourquoi les lumières de Noël clignotent-elles selon des motifs? Pourquoi certaines personnes sourient-elles quand elles sont contrariées? Il avait 7 ans, il était brillant, doux et infiniment curieux. Le genre d'enfant qui voulait comprendre le monde au lieu de s'y déplacer simplement. J'aime cela chez lui. Ma famille, non. Je suis superviseur de la facturation des patients pour un réseau d'hôpitaux privés, ce qui signifie que mes journées sont remplies de réclamations d'assurance, de plans de paiement, de familles contrariées et d'écrans d'ordinateur. C'est un travail stable, avec un salaire décent, et suffisant pour nous garder à l'aise si je fais attention. Mon ex-mari a déménagé en Arizona après le divorce et a lentement disparu dans des excuses, des pensions alimentaires retardées et de brefs appels téléphoniques qui ressemblaient plus à des obligations qu'à de l'amour. Donc, la plupart des jours, ce n'était que Lucas et moi. Et si je suis honnête, je m'étais habitué à tout porter seul. Ce à quoi je ne m'étais pas habitué, c'était à quel point je voulais toujours que ma famille agisse comme si nous comptions. Ma sœur aînée, Megan, avait 3 enfants et un mari nommé Brian. Elle parlait toujours comme si la vie l'écrasait, comme si elle était à une facture en retard du désastre, comme si personne ne comprenait à quel point il était difficile d'élever 3 enfants en banlieue tout en essayant de sauver les apparences. Mes parents, Linda et Robert, croyaient chaque mot. Ou peut-être qu'ils le voulaient. Megan correspondait à la version de la famille qu'ils avaient toujours respectée. Elle était mariée. Elle avait la grande vie des cartes de vœux, des pyjamas assortis en décembre, des récitals scolaires, des matchs de football, une maison qui semblait toujours pleine. J'étais l'autre fille, la divorcée, celle qui travaillait trop,
celle avec un seul enfant qui posait trop de questions et remarquait trop de choses. Environ un an avant Noël, Megan a mentionné qu'elle pensait retirer l'un des enfants de la danse parce que l'argent était rare. Ensuite, ce fut le football. Puis le piano. Je suis intervenu discrètement. D'abord une fois, puis une autre, puis chaque mois. Avant longtemps, je couvrais environ 600 € en activités parascolaires pour ces 3 enfants. J'aidais aussi mes parents quand leur retraite semblait plus serrée que prévu. Une facture d'électricité par-ci, une course à la pharmacie par-là, une livraison de courses quand ma mère prétendait qu'ils étaient à court d'argent. Je ne l'ai jamais annoncé. Je n'ai jamais tenu les comptes à voix haute. Je me disais que j'aidais parce que la famille est de la famille. Mais au fond de moi, je pense que je croyais que si je donnais assez, ils finiraient par arrêter de me traiter, mon fils et moi, comme si nous nous tenions juste à l'extérieur du cercle. Toujours assez proches pour voir la chaleur, jamais assez proches pour la ressentir. Cette illusion a commencé à se fissurer de petites façons. De petits commentaires, de petits regards, de petits rappels que, aux yeux de mes parents, Megan et ses enfants étaient le centre de la famille, et Lucas et moi étions simplement censés être reconnaissants pour ce qu'il restait. Quelques semaines avant Noël, nous avons dîné chez mes parents un mardi soir. Il faisait froid dehors, et Lucas avait passé le trajet à m'y parler d'un projet scientifique que sa classe faisait avec des aimants et des trombones. Il était excité, de la manière dont seuls les enfants peuvent l'être quand ils ont appris quelque chose de nouveau et veulent tout partager avant que cela ne s'échappe d'eux. Au moment où nous sommes entrés, je pouvais déjà ressentir le déséquilibre familier dans la pièce. Megan était là avec ses enfants. Brian était resté à la maison à cause du travail, ce qui signifiait que ma mère s'affairait autour de Megan encore plus que d'habitude, lui disant de s'asseoir, proposant de réchauffer quelque chose pour les enfants. Agissant comme si elle accueillait un soldat revenant de la guerre au lieu d'une femme qui vivait à 15 minutes de là. Lucas s'est assis à la table et a commencé à parler de la façon dont fonctionnaient les lumières de Noël clignotantes. Mon père avait une guirlande de lumière drapée sur la fenêtre, et Lucas a demandé si le courant se déplaçait différemment à travers les ampoules. Il n'a même pas pu finir sa question avant que ma mère ne soupire. Pas un soupir de fatigue, pas un soupir distrait, le genre de soupir destiné à faire honte. « Anna » a-t-elle dit. « Peux-tu s'il te plaît lui demander d'arrêter d'interroger tout le monde ?» C'est épuisant. La pièce est devenue silencieuse. Lucas m'a regardé d'abord, puis a baissé les yeux vers son assiette. Il n'avait pas été impoli. Il n'avait pas interrompu. Il avait juste posé une question. Au même moment, le plus jeune enfant de Megan a renversé un verre plein de soda au canneberge. Cela a coulé sur la table et sur le sol. Ma mère a ri doucement et a dit « Oh, chérie, les accidents arrivent. » Mon père a attrapé des essuie-tout comme si de rien n'était. Puis Megan a souri et a dit « Mes enfants savent juste mieux comment s'installer dans une pièce. Ils sont faciles lors des réunions de famille. » C'était une phrase si petite, dite d'une voix si désinvolte, que quiconque en dehors de la famille aurait pu manquer ce que c'était vraiment. Mais je l'ai entendu. Lucas l'a entendu, aussi. Je pouvais le dire parce qu'il a arrêté de parler pour le reste de la soirée et a à peine touché à son dessert. Sur le chemin du retour, il a regardé par la fenêtre et a finalement demandé « Maman, est-ce que grand-mère était en colère contre moi ?» J'ai dit non, trop rapidement. Puis j'ai réessayé et j'ai dit « Non, mon chéri. Grand-mère a été impolie et ce n'était pas de ta faute. » Cela aurait dû être le moment où j'ai commencé à le protéger plus farouchement. Mais quand vous grandissez dans une famille comme la mienne, vous devenez une experte pour traduire la cruauté en malentendu. Vous vous dites, peut-être qu'ils sont stressés. Peut-être qu'ils sont vieux. Peut-être que tu es trop sensible. Peut-être que la prochaine fête sera différente. Peut-être que si vous maintenez la paix une fois de plus, tout s'arrangera. Le problème est que la paix construite sur le silence n'est jamais vraiment la paix. C'est juste une permission pour que les mêmes personnes vous blessent à nouveau. Quelques jours plus tard, Megan m'a appelé, non pas pour poser des questions sur Lucas ou le dîner ou quoi que ce soit d'important, mais pour se plaindre que les frais de danse avaient augmenté, et que le professeur de piano voulait maintenant être payé avant les vacances. J'ai dit que je couvrirais cela. Elle m'a remercié de cette façon distraite et arrogante qu'elle avait toujours, comme si elle reconnaissait la gravité. Pas chaleureusement, pas avec gratitude, juste comme s'il était évident que j'allais intervenir. Après avoir raccroché,
Je me suis assise dans mon bureau au travail en regardant la confirmation de paiement et je me suis demandé pourquoi les personnes qui avaient le plus besoin de moi étaient toujours les plus promptes à rejeter mon fils. Je n'avais pas de réponse alors. J'en ai une maintenant. Certaines personnes n'aiment pas la générosité. Elles s'habituent simplement à vivre grâce à elle. Et une fois qu'elles décident que votre gentillesse leur appartient, elles cessent de vous voir comme une personne. Vous devenez une fonction, un portefeuille, un plan de secours, un endroit d'où atterrir pendant qu'ils jugent chaque aspect de votre vie. 3 jours avant Noël, ma mère m'a appelé pendant que je pliais le linge dans le salon. Lucas était sur la moquette en train de construire un vaisseau spatial en Lego et narrait chaque pièce comme s'il s'agissait d'une mise à jour du centre de contrôle de mission. La voix de ma mère a semblé étrange dès le départ. Trop enjouée, trop mielleuse, le genre de voix qu'elle utilisait quand elle essayait de présenter quelque chose de méchant comme raisonnable. Elle a demandé si j'avais fini mes achats. Elle a demandé ce que j'apportais pour le dessert. Puis elle a dit avec désinvolture, nous faisons le réveillon de Noël un peu différemment cette année. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a répondu qu'il voulait quelque chose de plus élégant, de plus adulte, une soirée plus calme avec du vin et des conversations. Puis elle a ajouté la partie qui m'a figé. Nous pensons qu'il serait préférable qu'il n'y ait pas d'enfants cette année. Je me souviens avoir regardé Lucas sur le sol, ses petites mains pressant soigneusement les briques ensemble. Et pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. J'ai dit, pas d'enfants la veille de Noël. Elle a ri légèrement et a dit que ce n'était pas grave, que les enfants se sentent de toute façon dépassés, que Lucas s'amuserait probablement plus ailleurs. Puis elle a suggéré que je passe pour un petit moment sans lui. Juste faire une apparition, échanger des cadeaux, dîner, puis aller le chercher plus tard chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ? Comme si mon fils était un manteau que je pouvais accrocher pour la soirée afin de rendre la pièce plus agréable. J'ai demandé si les enfants de Meghan seraient là. Il y a eu une petite pause avant que ma mère ne dise qu'elle n'avait pas encore finalisé qui viendrait. Cela aurait dû tout me dire. Mais encore une fois, j'ai essayé de rationaliser ce qui n'aurait jamais dû avoir besoin de l'être. Je me suis dit que peut-être elle voulait vraiment un dîner tranquille. Peut-être que les cousins faisaient quelque chose de séparé. Peut-être que je m'attendais déjà à être blessé et que je surinterprétais. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai continué à rejouer l'appel dans ma tête. J'ai pensé à ne pas aller à la fête du tout. J'ai pensé à la confronter. J'ai pensé à quel point Lucas serait anéanti s'il comprenait que ses grands-parents voulaient un Noël sans lui. Le lendemain, il m'a demandé s'il devait apporter le petit cadeau qu'il avait emballé pour eux. Il l'avait choisi lui-même à la boutique de Noël de l'école. Une boule à neige bon marché pour ma mère et une paire de chaussettes fantaisie pour mon père parce qu'il pensait que grand-père avait l'air drôle dans des chaussettes de Noël. J'ai souri et je lui ai dit de les garder prêts. Je n'avais toujours pas décidé ce que j'allais faire, mais l'idée de lui dire qu'il n'était pas désiré me semblait impossible. L'après-midi du réveillon de Noël, j'ai réalisé que je n'avais plus le temps. Les personnes à qui j'aurais pu demander de le garder avaient déjà des projets. Je me tenais dans le couloir, les clés à la main, sachant que j'avais un choix à faire, le laisser derrière lui lors de la seule nuit de l'année où les enfants sont censés se sentir le plus inclus, ou l'amener et faire confiance à ma propre famille pour ne pas l'humilier. Cela n'aurait pas dû être une décision difficile. J'ai choisi mon fils. Je l'ai habillé d'un petit pull rouge avec un renne cousu sur le devant, j'ai arrangé ses cheveux, je l'ai aidé à porter le sac cadeau, et je me suis dit qu'une fois que mes parents le verraient debout là, souriant, toute l'étrangeté de cet appel téléphonique s'estomperait. Sur le trajet, les quartiers ressemblaient à des cartes postales, des lumières blanches sur les toits, des Pères Noël gonflables dans les cours, des couronnes sur les portes. Lucas parlait de savoir si les rennes auraient réellement besoin de muscles de pattes différents pour voler. Et je me souviens avoir serré le volant un peu plus fort parce que quelque chose à l'intérieur de moi ne voulait toujours pas se calmer. J'avais passé une si grande partie de ma vie à espérer que la prochaine réunion de famille semblerait enfin normale. Mais l'espoir est une chose dangereuse quand il continue de vous demander d'ignorer ce que vous savez déjà. Quand je me suis garé dans l'allée de mes parents, j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même de sortir de la voiture. Il y avait trop de véhicules garés dehors, trop de bruit débordant par la porte d'entrée, trop de mouvements aux fenêtres. Lucas se détachait déjà sur la banquette arrière, excité, équilibrant le sac cadeau sur ses genoux. J'ai forcé un sourire, je lui ai pris la main, et je l'ai accompagné jusqu'aux marches de devant. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, alors nous sommes entrés sans frapper. Et la première chose que j'ai vue,
c'est ma nièce courant à travers le salon, portant un serre-tête à paillettes et tenant une canne en sucre de la taille de son avant-bras. Ensuite, un des garçons de Megan est passé en trombe en chaussettes, manquant de s'écraser contre la table basse. Un autre enfant, que j'ai reconnu comme faisant partie de la famille d'un de mes cousins, était assis en tailleur près du sapin, déchirant une chaussette de Noël. Pendant une seconde, mon cerveau n'a pas pu donner un sens à la scène. La musique jouait. Les enfants riaient. Du papier cadeau était partout. Ma mère s'est retournée depuis l'encadrement de la porte de la cuisine avec un plateau de service dans les mains et s'est arrêtée net en nous voyant. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Ce n'était pas une fête sans enfants. Cela ne l'avait jamais été. C'était une fête sans Lucas. J'ai senti ses doigts se resserrer autour des miens. Il l'avait vu, aussi. Il a levé les yeux vers moi, confus, cherchant déjà sur mon visage une explication. Je n'en avais pas. Megan est apparue du couloir tenant un verre de vin comme si rien de tout cela n'était étrange. Mon père a jeté un coup d'œil depuis la salle à manger puis a détourné le regard, ce qui semblait d'une certaine manière pire que s'il avait ouvertement froncé les sourcils. Ma mère a récupéré en premier. Elle m'a fait ce sourire crispé qu'elle utilisait quand elle voulait agir comme si la réalité se produisait de manière incorrecte. « Anna, a-t-elle dit, nous ne nous attendions pas à ce que tu l'amènes. » Je l'ai fixé du regard. « Tu m'as dit pas d'enfant. » Elle a déplacé le plateau dans ses mains et a dit, « Ces enfants savent comment se comporter dans ce genre de cadre. » Megan a en fait le plus petit hochement de tête comme si cette réponse avait du sens. Il y a des moments dans la vie où l'humiliation devient si vive qu'elle se transforme en clarté. C'était l'un d'eux. J'ai de nouveau regardé autour de la pièce. Des enfants criaient. L'un d'eux grimpait sur le canapé avec ses chaussures. Un autre avait laissé des empreintes de glaçage sur les coussins crème de ma mère. Toute l'histoire de la soirée élégante pour adultes avait été un mensonge si fragile qu'il aurait embarrassé quiconque ayant une conscience. Mais aucun d'eux n'avait l'air embarrassé. Ils avaient l'air contrariés que je l'ai remarqué. La voix de Lucas, quand elle est sortie, était si basse que j'ai presque souhaité qu'il ait crié à la place. Il a dit, « Maman, je peux attendre dans la voiture s'ils veulent. » Cette phrase m'a fait quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer complètement. Elle a brisé toutes les excuses que je leur avais jamais trouvées. Parce que les enfants ne proposent pas de se retirer de Noël à moins que quelqu'un ne leur ait appris qu'ils sont le problème. Et ma famille avait enseigné cette leçon à mon fils, centimètre par centimètre. Je me suis agenouillé devant lui et j'ai dit, « Non, bébé. Tu n'as rien fait de mal. » Ensuite, je me suis levé et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas fait de scène dans cette pièce. Je savais que si je le faisais, ils passeraient le reste de leur vie à raconter l'histoire comme si j'étais l'instable. Alors, j'ai simplement pris le sac cadeau de Lucas, je l'ai posé près de la porte, et j'ai dit, « Viens, mon chéri. Nous partons. » Ma mère a dit, « Oh, pour l'amour du ciel, Anna, ne sois pas dramatique. » Mon père a ajouté, « Tu rends cela gênant pour tout le monde. » Megan a levé les yeux au ciel et a dit, « La soirée était censée être agréable. » C'était tout ce qu'ils avaient. Pas de remords, pas d'explication, juste de l'agacement. Parce que dans leur esprit, la véritable offense n'était pas d'exclure mon fils. C'était de les forcer à s'asseoir dans la laideur de ce qu'ils avaient fait. Nous sommes sortis. Je pouvais sentir les regards sur nous depuis la pièce. Certains curieux, certains mal à l'aise, certains faisant semblant de ne pas voir. L'air froid a frappé mon visage à la seconde où je suis sorti. J'ai installé Lucas dans la voiture, j'ai fermé sa porte doucement, puis j'ai marché jusqu'au siège du conducteur parce que si j'étais resté immobile une seconde de plus, j'aurais pu m'effondrer juste là, dans l'allée. J'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas parti immédiatement. Lucas fixait ses mains. Puis il a posé la question que je n'oublierai jamais aussi longtemps que je vivrai. Ai-je fait quelque chose de mal? Je me suis tourné si vite que j'ai failli heurter la console centrale. Non, absolument pas. Tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'est à cause de toi. Il a hoché la tête, mais les dégâts étaient déjà là. Les enfants entendent toujours ce que les adultes croient cacher. Je suis resté assise en silence pendant un moment, le cœur battant, puis j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille, mes pouces ont plané au-dessus de l'écran. J'aurais pu écrire un paragraphe.
J'aurais pu déverser des années de douleur dans cette petite zone de texte. Au lieu de cela, j'ai tapé une seule phrase, ne m'appelez pas quand les paiements s'arrêteront. Vous avez fait votre choix ce soir. J'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, je suis parti. Au moment où nous sommes arrivés au bout de la rue, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer. Ma mère, mon père, Mégane, encore ma mère, puis Mégane, puis mon père, puis les numéros de cousins et d'une tante. Au moment où je suis arrivé sur la route principale, j'avais 17 appels manqués. Au moment où j'ai atteint l'autoroute, il y en avait 32. Avant d'arriver à la maison, il y en avait 57. Je n'ai répondu à aucun. Parce que pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à une capitulation. Il ressemblait à du contrôle. À la seconde où nous sommes rentrés à la maison, j'ai aidé Lucas à enlever son pull, j'ai réchauffé des restes de macaroni, et j'ai mis un film de Noël qu'il aimait. J'ai embrassé le sommet de sa tête et je lui ai dit que je devais travailler un peu sur mon ordinateur portable. Il a hoché la tête et s'est recroquevillé sur le canapé avec une couverture, me faisant confiance de la manière dont les enfants le font quand ils croient que leurs parents peuvent encore réparer ce que le monde a cabossé. J'ai apporté mon ordinateur à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai commencé à couper les ponts. D'abord, les paiements automatiques pour la danse, le football et le piano. Ensuite, le transfert récurrent que j'envoyais à mes parents pour aider avec les factures d'électricité et les courses. Ensuite, le paiement supplémentaire de décembre que j'avais programmé à l'avance parce que je savais que la saison des fêtes était coûteuse. Annulé. 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 Chaque clic semblait plus propre que ce à quoi je m'attendais. Pas cruel, pas impulsif. Nécessaire. Après cela, j'ai fait apparaître d'anciens reçus, des courriels de confirmation et des relevés de compte. Une année de soutien silencieux étalé en rangées nettes sur un écran. Paiement après paiement après paiement. Tout l'argent que j'avais remis tout en étant traité comme si je devais me sentir chanceuse d'être tolérée. Ensuite, j'ai ouvert la discussion de groupe familial plus large, celle avec les tantes, les oncles, les cousins, et les personnes qui ne se présentaient en personne que 2 fois par an, mais qui aimaient toujours plus les ragots que le lait de poule. J'ai gardé le message court et factuel. Ce soir, mes parents m'ont dit que la veille de Noël était réservée aux adultes et m'ont spécifiquement fait croire que je ne devais pas amener Lucas. Quand je suis arrivé, plusieurs enfants étaient déjà là, y compris les enfants de Mégane. Je paie 600 € par mois pour leurs activités et j'aide maman et papa avec les factures. Cela se termine ce soir. Lucas et moi ne reviendrons pas. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai envoyé. La réponse a été immédiate. Des questions. Le choc. Un cousin demandant si c'était sérieux. Une tante disant qu'elle savait que quelque chose semblait toujours anormal dans la façon dont Lucas était traité. Ma mère a recommencé à appeler en quelques secondes. Puis a envoyé des messages si vite que je pouvais à peine lire les bannières avant que la suivante ne les pousse au loin. Anna, s'il te plaît, décroche. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Tu prends ça dans des proportions démesurées. Pense à ce que tu fais. Mégane en a envoyé un qui disait simplement « Comment as-tu pu nous humilier de la sorte la veille de Noël ?» Celui-là m'a fait rire, en fait. Les humilier. Comme si j'avais fait quelque chose de pire que de dire à un enfant qu'il n'avait pas sa place. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un appel vidéo de Brian, le mari de Mégane. J'ai presque ignoré l'appel, mais quelque chose m'a dit de répondre. Il avait l'air furieux. Pas théâtral, pas bruyant, le genre de furieux qui devient froid d'abord. Il m'a posé une question. As-tu vraiment payé pour toutes leurs activités? J'ai dit oui. Il a tourné la caméra et j'ai pu voir Mégane en arrière-plan pleurer et essayer d'attraper le téléphone. Brian a demandé si mes parents le savaient. J'ai dit qu'il le savait depuis le début. Il a fermé les yeux une seconde comme s'il essayait de ne pas dire quelque chose d'irréversible. Puis il a dit, je pensais que Mégane couvrait ses frais à partir de notre budget. Je pensais que c'était pour cela que les choses étaient toujours serrées. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Parfois, la vérité fait son meilleur travail quand vous arrêtez d'aider les gens à l'éviter. Il m'a remercié d'une voix plate et a raccroché. Même pas 10 minutes après cela, une de mes tantes m'a appelé et m'a dit que la moitié de la pièce chez mes parents était devenue silencieuse après le message de la discussion de groupe. Ensuite bruyante, puis laide.
Les gens demandaient à ma mère si elle avait vraiment exclu un seul petit enfant. Les gens demandaient pourquoi j'avais payé pour tant de choses. Quelqu'un a demandé si la règle du sans enfant n'avait existé que parce que Lucas posait trop de questions. Apparemment, ma mère a essayé de prétendre qu'il y avait eu un malentendu. Mais cette excuse s'est effondrée au moment où plusieurs parents ont souligné qu'ils avaient amené leurs propres enfants parce que personne ne leur avait dit un mot. Mon père est devenu sur la défensive. Meghan a commencé à pleurer. Brian a pris les enfants et est parti tôt. Un de mes oncles, qui n'a jamais beaucoup aimé mes parents, leur a dit qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Un autre parent a apparemment dit ce que tout le monde pensait depuis des années, que ma famille aimait utiliser mon aide plus qu'ils ne m'aimaient. À la fin de la soirée, plusieurs proches étaient partis au lieu de rester pour le dîner. Mes parents avaient toujours la nourriture. Ils avaient toujours le sapin. Ils avaient toujours la maison pleine de décorations. Ce qu'ils n'avaient plus, c'était le contrôle de l'histoire. C'était la véritable conséquence, pas seulement l'exposition financière. Le lendemain matin, ma mère a envoyé un long message sur les malentendus familiaux et sur la façon dont les émotions de Noël font mal réagir les gens. Mon père a envoyé un message plus court me demandant d'être raisonnable. Meghan a envoyé 3 paragraphes blâmant le stress, ses enfants, mon ton, et la pression des fêtes avant d'admettre finalement que peut-être ils avaient mal géré les choses. Aucun d'eux n'a mentionné Lucas par son nom avant la toute fin. Et même alors, cela semblait être une réflexion après coup. Pas un seul d'entre eux n'a commencé par ce qui importait. Pas un seul d'entre eux n'a dit que nous avions blessé un enfant. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Alors, j'ai bloqué Meghan. J'ai mis mes parents en sourdine et j'ai préparé le petit déjeuner pour mon fils sans vérifier mon téléphone à nouveau. Ce soir-là, Lucas et moi sommes allés chez ma tante Rebecca et mon oncle Daniel. Ils en avaient assez entendu parler dans la discussion familiale pour savoir que quelque chose s'était passé. Mais quand ils ont ouvert la porte, ils ne m'ont pas interrogé. Ils ne m'ont pas demandé de me calmer. Ils ne m'ont pas dit que la famille est la famille. Rebecca s'est penchée, a souri à Lucas comme s'il était la personne la plus importante à arriver de toute la nuit, et a demandé s'il voulait aider à mettre des guimauves dans le bar à chocolat chaud. Daniel lui a demandé s'il aimait toujours la science et a fini par écouter une explication de 10 minutes sur les aimants avec plus de patience que mes parents ne lui en avaient montré depuis des années. Personne là-bas n'a agi comme si mon fils était de trop. Personne n'a agi comme si sa voix avait besoin d'être réduite pour rendre la pièce plus confortable. Il a ri cette nuit-là, vraiment ri. Le genre de rire qui commence dans l'estomac et sort tout droit d'un enfant quand il se sent en sécurité. Nous avons joué à des jeux de société. Nous avons regardé les lumières de Noël par la fenêtre. Lucas s'est endormi sur leur canapé avec des miettes de biscuits sur son pull et une main toujours enroulée autour d'un petit renne en plastique. À un moment donné, Rebecca s'est assise à côté de moi et a dit très doucement, « Tu sais, tu ne réagis pas de manière excessive. Parfois, les personnes qui te qualifient de dramatique sont juste en colère que tu aies cessé de rendre leur comportement facile. » Je pense que c'était le premier moment où je me suis permis de ressentir du soulagement au lieu de la rage. Au cours de la semaine suivante, les retombées se sont propagées. Quelques proches m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils avaient remarqué le favoritisme depuis des années et se sentaient coupables de n'avoir jamais rien dit. Brian est resté chez ses parents pendant quelques nuits avec les enfants. Meghan a continué d'essayer de me contacter par d'autres numéros, principalement pour dire que j'avais gâché Noël et mis de la pression sur son mariage. Ma mère s'est présentée une fois chez moi avec un cadeau emballé pour Lucas et des larmes déjà préparées. Mais je ne l'ai pas laissé entrer. Je lui ai posé une question à travers la porte moustiquaire. « Es-tu désolé parce que tu l'as blessé ou parce que tout le monde l'a découvert ?» Elle n'avait pas de réponse qui comptait. Mon père a essayé une approche différente. Il m'a laissé un message vocal disant que la famille ne devrait pas se rejeter mutuellement à cause d'un malentendu. Un malentendu. C'est ainsi que les gens comme mes parents survivent à eux-mêmes. Ils réduisent des modèles de comportement à des moments. Ils appellent des années de cruauté silencieuse un malentendu pour ne jamais avoir à affronter ce que c'était vraiment. Mais j'avais fini de traduire pour eux. L'argent que j'ai cessé d'envoyer ne les a pas détruits. Il a fait quelque chose de beaucoup plus approprié. Il les a forcés à vivre dans la vérité de leur propre choix. Meghan a dû expliquer à son mari pourquoi une autre femme avait discrètement porté une partie de leur image familiale pendant un an. Mes parents ont dû faire face à des proches qui ne les voyaient plus comme des grands-parents généreux,
mais comme des personnes qui utilisaient une fille tout en vénérant l'autre. Et Lucas n'avait plus à s'asseoir à leur table en se demandant ce qui n'allait pas chez lui. C'était le but. Pas la vengeance pour le plaisir de la cruauté. La protection. Des limites. Des conséquences. Les gens aiment dire que les enfants sont résilients, et ils le sont. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que les enfants sont blessés silencieusement et apprennent à le porter sans avoir les mots pour l'expliquer. Je n'allais pas laisser mon fils grandir en croyant qu'il devait être plus petit pour être aimé. Je n'allais pas le laisser penser que la curiosité était un défaut parce que des adultes peu sur deux trouvaient cela gênant. Je n'allais pas continuer à financer des personnes qui le faisaient se sentir indésirable et qui s'attendaient ensuite à ce que je souris face à cela parce que c'était Noël et parce que nous partagions le même sang. Le sang n'est pas une excuse. Le sang n'est pas une permission. Le sang ne transforme pas la manipulation en amour. La vraie famille n'est pas l'affirmation la plus forte sur vous. Ce sont les personnes qui font de la place pour votre enfant à table et le pensent vraiment. Ce sont les personnes qui écoutent quand il parle. Ce sont les personnes qui n'ont pas besoin qu'il soit moins lui-même pour être plus facile à aimer. C'est la leçon que j'ai apprise. Et cela m'a coûté moins cher que si j'étais resté, car rester aurait coûté à mon fils son estime de lui-même. S'il y a une quelconque valeur dans ce qui s'est passé, c'est celle-ci, maintenir la paix n'est pas noble quand le prix à payer est la dignité de votre enfant. Et couper les ponts avec une famille toxique n'est pas de l'amertume quand c'est le premier acte honnête d'amour que votre enfant a vu depuis longtemps. Lucas et moi avons eu notre propre Noël après cela. Plus petit, plus calme, meilleur. Il a construit un nouvel ensemble Lego à la table à manger de Rebecca pendant que Daniel l'aidait à tester quel morceau de papier cadeau glissait le plus vite sur le plancher en bois franc. Il a posé 100 questions et personne n'a soupiré. Personne n'a levé les yeux au ciel. Personne n'a suggéré qu'il attende dans la voiture. Plus tard dans la nuit, quand je l'ai bordé dans son lit, il m'a regardé et a demandé « Sommes-nous toujours une famille si nous fêtons Noël ailleurs ?» Je lui ai embrassé le front et lui ai dit la vérité. Nous sommes une famille partout où nous sommes aimés. Et c'est peut-être la vraie fin de cette histoire. Pas que les personnes qui nous ont fait du mal aient perdu de l'argent, du statut et du contrôle, même si c'est le cas. C'est que mon fils a appris plus tôt que je ne le voulais, mais d'une manière qui pourrait le sauver plus tard, que l'amour ne devrait jamais vous obliger à passer une audition pour avoir une place à table. Alors, si vous avez déjà eu à choisir entre garder les choses calmes et protéger votre enfant, j'espère que vous choisissez la protection. J'espère que vous choisissez l'honnêteté. Et j'espère que vous vous souviendrez que parfois, partir n'est pas ce qui brise une famille. Parfois, c'est la première chose qui la sauve.